le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif, une édition exceptionnelle et je suis certain que vous allez la partager avec vos proches, avec vos amis, confrères, consoeurs au travail. Oui, il y a des sujets dans l'air qui méritent notre attention et je vais vous partager en ouverture quelque chose que j'ai vu sur le site Business Insider. Business Insider, c'est une publication que j'adore. Ça traite beaucoup d'économie, de finances, mais de société. Et puis c'est Elon Musk, encore une fois, qui fait les manchettes. Il dit, lui, l'épargne retraite n'aura plus d'importance dans 20 ans parce que l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'on aura une abondance généralisée. Donc, de l'argent, des revenus pour tout le monde, quasiment sans rien faire. Bon. OK, c'est assez optimiste. Mais le gars de nature, il est optimiste. Pensez à sa conduite autonome qui nous promet depuis une douzaine d'années ou encore son roadster. Son roadster, on l'attend, je pense, depuis 5 ans. Ben, bref, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut croire Elon sur parole? Ben, il y a 7 experts en finance et en intelligence artificielle qui ont été interrogés par Business Insider. Ils jugent que ce sont des propos dangereux, trompeurs, surtout pour les ménages moyens. Parce que la sécurité sociale pourrait être réduite. L'aide, par exemple, l'aide de dernier recours, que ce soit le chômage et ensuite l'assistance sociale, ça pourrait être réduit. Ce qui fait que plus que jamais, on doit avoir de l'épargne. On doit avoir de l'argent de côté. Et puis, évidemment, si Elon dit ça, c'est parce qu'il est dans sa tour d'ivoire avec peut-être 700 milliards de richesses. Certains disent 400. Ben, bref, il n'en manque pas. Et le gars, c'est sûr, il est très loin de la classe moyenne. La classe moyenne qui font un vue d'œil en passant. Alors, épargner aujourd'hui protège contre des erreurs de prévision et ceux qui le feront ne seront pas pénalisés, même dans un futur utopique. Le balado, le planif. Au balado Le Planif, on reçoit pour la première fois Sandy Lachapelle. Bonjour Sandy. Enchantée. Planificatrice aussi, présidente de Finances Intelligentes. Oui, Lachapelle Finance Intelligente, un cabinet en planification financière indépendante. Oui, le mot intelligente à finance, l'intelligence en finance, il me semble que des fois, c'est séparé, mais c'est un bon flash. Mais c'est un clin d'œil aussi. En fait, j'anticipais l'arrivée de l'intelligence artificielle, toute la robotisation, l'automatisation de certaines décisions financières. Puis c'était comme un petit clin d'œil au fait que ça prend quand même des conseils pour aider les humains. Oui. Donc, on a plus d'outils, ça peut aller plus vite, mais l'accompagnement humain, pour moi, est quand même très important pour que ça demeure vraiment intelligent puis axé sur la personne. On le sent aussi dans ton livre. Pour ceux qui ne se l'ont pas procuré, vous pouvez dès maintenant aller le chercher. Alors, s'enrichir, c'est simple, mais en pratique, ça se complique parce que si c'était facile, nous serions tous riches. Oui. Et c'est un bon titre. Il est venu d'où? C'est un super bon titre. Ça vient en fait, c'est vraiment les premiers mots que j'ai écrits dans mon document Word au moment où j'ai commencé à écrire le livre. Parce qu'en fait, il faut comprendre que comme je suis chroniqueuse en finances personnelles, oui, au Devoir. Dans le journal Le Devoir, j'ai eu le privilège qu'on m'a approché pour écrire un livre. Donc, il n'était pas écrit quand on m'a approché. Puis, évidemment, c'est un rêve que je caressais plus ou moins formellement. Donc, j'ai accepté l'invitation des Éditions de l'Homme. Mais après avoir accepté finalement l'invitation, ben là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire qui n'a jamais été écrit sur les finances personnelles? Parce que c'est un peu... c'est l'abondance en termes de livres. Là. Il y a beaucoup, oui, dans les dernières années, il y en a eu beaucoup. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, j'ai vraiment pris le temps de reculer et puis me dire que ça va être quoi mon apport à la réflexion des gens par rapport à ça. Puis ça, ça m'est venu spontanément parce que je me suis dit, en 2025, 2023, à l'époque où j'ai commencé à écrire, il y a tellement d'informations sur comment bien gérer ses finances. Il y a des influenceurs qui essaient de nous montrer que c'est facile, ça se fait rapidement. Ouais. Donc, les gens peuvent penser que c'est facile de s'enrichir. Il y a une impression qu'il y a beaucoup de richesses et tout ça, alors que dans les faits, les statistiques nous démontrent que les ménages s'endettent toujours de plus en plus, que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse. Donc, entre la perception de la réalité puis les statistiques, il y a vraiment un écart. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que si en théorie, c'est si simple
de trouver des conseils, d'améliorer sa situation financière. Qu'est-ce qui fait qu'en pratique, peu de gens y arrivent. Donc, c'est vraiment ça qui m'a inspirée à écrire un livre qui était non pas des formules magiques, universelles, des promesses aux gens qu'ils vont devenir riches, mais plus une réflexion sur c'est quoi ma situation financière, je suis quel genre de personne quand je gère mon argent, comment je peux apprendre à me connaître davantage, puis améliorer mes décisions pour ultimement améliorer ma situation financière. Puis pour certaines personnes, devenir riche, mais pour d'autres, juste vivre la quiétude financière aussi. Oui, c'est déjà qui est un beaucoup, objectif qui est très, très, très louable. Oui, absolument. Ce que j'ai apprécié surtout, c'est qu'il y a différentes sections parce qu'on pourrait très bien lire le livre par section, aller par exemple à la page 120 directement et puis y trouver son compte, puis d'avoir l'avis du psy ou de la psy, puis de la planificatrice. Exact. Est-ce que les deux, c'est la même personne? Bien, premièrement, au niveau de... En fait, c'est ça, c'est que je voulais vraiment mettre l'accent sur l'humain. Donc, parler d'argent avec bienveillance, puis faire un lien avec la psychologie comportementale. Mais par contre, je ne suis pas psychologue, j'ai pas étudié. Donc, il fallait que je fasse attention aussi. Moi, c'est vraiment un apport qui est basé sur mon expérience terrain. D'accord. Et j'ai voulu compléter justement avec Jacques Forêt, qui est un docteur en psychologie, qui s'intéresse aux motivations à faire de l'argent. Donc, il y avait comme tout ce lien-là naturel. Donc, j'ai vraiment voulu bonifier. Le conseil du psy dans le livre, c'est pas moi, là, c'est vraiment Dr. Forêt. Puis moi, j'ai les petites confidences de planificatrice financière. Donc, ça emmène vraiment, je pense, aux lecteurs des ponts entre la théorie et la pratique, puis vraiment des témoignages qui leur permettent de se rendre compte qu'on est tous, finalement, des humains qui ont une relation à l'argent. Là. Donc, peu importe c'est quoi la relation. En rédigeant le livre, est-ce que tu as eu des révélations, des choses que tu avais peut-être sous la main et tu avais expérimenté, mais que c'était pas aussi frappant? Parce que le fait qu'on imprime les mots, ça reste gravé. Et c'est une expérience, d'écrire un livre. C'est vraiment une expérience. J'ai une amie même qui me dit c'est comme une œuvre d'art parce que ça va rester dans le temps. Ça m'a vraiment touchée. Mais chaque mot, c'est ça. En fait, chaque mot que j'ai écrit, je l'ai pesé, je l'ai réfléchi. Je me suis dit, je sais pas si je vais en écrire plusieurs ou pas, mais à la fin, quand je l'ai relu, j'étais contente parce que mon objectif, c'était que ça se lise facilement, que ça soit accessible au plus grand nombre de gens possible. Donc, je m'adressais pas à toi ou à d'autres planificateurs financiers. Je suis contente que les planificateurs financiers le lisent parce que j'ai beaucoup de témoignages, mais c'est vraiment, je m'adressais pas à des gens qui connaissent ça. Je parlais pas à mon ego quand je l'ai écrit. Je me suis dit, il faut que ma mère comprenne. Si ma mère a compris, je dirais que tout le monde a compris, dans le fond. Fait que je pensais beaucoup à ma mère quand j'écrivais. OK, donc tes parents n'étaient pas dans le domaine financier? Non, 0. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais qui n'était pas du tout en lien avec les services financiers. Puis, c'est sûr que ma mère, elle l'a lu, puis elle a apprécié. Puis je l'ai fait lire, évidemment, par des planificateurs financiers en chemin parce que on veut pas oublier des angles, on veut pas que ça soit trop technique. Donc, pour moi, le livre, je l'ai vraiment conçu en 2 parties, c'est-à-dire que je voulais vraiment traiter de l'humain, mais en même temps, il fallait quand même mettre la base de c'est quoi pour moi l'essentiel à savoir pour bien gérer ses finances. Donc, c'est pas dans le but que les gens fassent tout eux-mêmes ou qu'ils ne travaillent pas avec un planificateur financier. Au contraire, moi, je suis ambassadrice de la profession, donc je crois vraiment à notre rôle. Mais c'était vraiment pour les outiller, pour avoir des conversations plus puissantes avec les experts qui les entourent, parce que des fois, les gens manquent de vocabulaire ou de connaissances de base. Donc, c'était vraiment pour leur donner une base de connaissances. Fait que la première partie, c'est comme le coffre à outils. Il y a des lecteurs qui m'ont dit... J'ai vraiment aimé mieux la deuxième partie qui est plus sur l'humain, mais la première, ce que je trouve intéressant, c'est que je peux y retourner quand je vais avoir des questions. Un rappel. Puis quand je vais avoir des questions sur des sujets plus pointus comme les placements, les assurances, je vais pouvoir y retourner comme un ouvrage de référence. Donc ça me plaît aussi. Puis la deuxième partie, c'est vraiment qu'est-ce qui fait quand la tête et le cœur, des fois, ça fonctionne pas. Donc, en théorie, c'est ça. Donc, c'est très simple s'enrichir, mais en pratique, on est des êtres tout sauf robotisés. Donc, on prend nos décisions sur des bases émotives, subjectives. On est influencé par plein de biais cognitifs qu'on n'a pas toujours conscience. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire, voici, vous êtes normal si vous avez des défis financiers. On peut y aller un petit peu plus en profondeur avec les biais cognitifs. Oui. Lequel te parle le plus? Parce qu'il y en a quand même des douzaines. Moi, en fait, je pense que celui qui me
parle le plus, c'est celui de la victimisation. C'est-à-dire que il y a un biais cognitif qui fait que ça s'appelle le biais de complaisance. C'est la tendance c'est un raccourci mental qui fait que quand on a des bons coups, on s'attribue le mérite de nos bons coups. Puis quand ça va mal, on est victime. Puis en lisant sur ce biais-là, je me suis dit, financier ou pas, c'est vrai qu'on a une tendance à toujours voir la cause de nos... Je ne veux pas dire échec, là, j'aime pas ce mot-là, mais de nos défis, des moments difficiles. On voit souvent la cause à l'extérieur de nous, que ce soit en gestion financière ou dans gestion d'entreprise, dans la famille, avec les enfants, tout ça. Mais moi, j'ai fait vraiment beaucoup de développement personnel dans ma vie. Puis, c'est un principe fondamental que tout part de soi dans la vie. Donc, de savoir que notre cerveau va toujours chercher la cause à l'extérieur, mais que dans le fond... C'est une protection. C'est une protection. Puis, c'est ça qui fait qu'on a une estime personnelle aussi. Parce que ça nous... C'est quand même... Chaque biais a un côté positif et négatif. Donc, ouais, je l'aime beaucoup, celle-là. Je pense que c'est un biais que tout le monde est influencé par sans s'en rendre compte. Notre premier réflexe, c'est de chercher les causes de nos problèmes financiers à l'extérieur de nous. Puis, pourtant, probablement que c'est la même chose de ton côté, mais j'ai vu passer dans mon bureau des gens qui avaient rien pour réussir puis qui ont réussi. Puis j'ai vu des gens qui ont tout puis qui n'ont pas nécessairement une vie plus facile. Donc, il faut toujours se dire, ma vie, je suis maître de ma vie. Je ne contrôle pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais je suis maître de ce que je fais avec ça. Donc, quand on est conscient de ça, c'est sûr que ça ne donne pas beaucoup d'excuses pour dire qu'on ne peut pas préparer notre retraite ou atteindre des objectifs ambitieux. Est-ce que tu as réussi, dans ton ouvrage, à faire le tour des 7 grands champs de la planification financière? Parce que tu touches quand même au budget, aux protections, aux investissements, et puis... J'ai parlé, en fait, oui, j'ai parlé j'ai mis un chapitre sur les assurances, j'ai mis un chapitre sur la retraite, les placements, la gestion, que moi j'appelle plus la gestion des liquidités puis du budget, donc l'aspect plus financier. Mais c'est sûr qu'au niveau, mettons, successoral, je donne des conseils à travers ces thèmes-là, mais j'ai pas mis nécessairement un chapitre sur les successions. J'ai mis plutôt un chapitre sur la fiscalité parce que je trouve que les gens, des fois, ils négligent ce côté-là. En fait, les gens sont obsédés par les impôts, mais comprennent pas toujours les bases. Donc, un chapitre un peu plus technique sur la fiscalité. Puis, je voulais parler d'immobilier aussi, qui n'est pas nécessairement un des 7 domaines d'intervention de la planif. Ça fait partie du patrimoine. Exactement. Donc, je l'ai plus emmené sur des thèmes de préoccupation de mes clients, mais toujours en gardant la démarche de planification financière sur c'est quoi qu'on regarde. Puis, chaque cas de planification financière étant unique, c'est impossible de faire un ouvrage qui va permettre de répondre aux questions de tout le monde parce que ça dépend de beaucoup de choses en planification financière dans chaque situation. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour être utile au lecteur, c'est que chaque chapitre se termine par des questions. Donc, au lieu de dire « fais ça », parce que je ne crois pas qu'il y a des recettes, des formules qui conviennent à tout le monde, sinon, ça serait trop facile. On n'aurait pas de job. Non, c'est vrai. Mais donc, c'est ça, de vraiment leur donner des questions pour qu'ils puissent dire OK, moi, c'est ça, c'est là que ça accroche, puis c'est ça que je dois travailler. Donc, d'être capable de s'auto-évaluer dans chaque domaine aussi. Et je pense que le chapitre 10 a rejoint plein de gens. C'est l'amour et la finance. Des fois, c'est un mix un peu explosif, hein? Oui, mais moi, j'ai une vision quand même assez positive de ça. Au cabinet, on dessert des familles d'entrepreneurs. Donc, c'est sûr que peut-être le fait que c'est des familles, mais je vois beaucoup plus de couples que ça va bien dans l'argent que ça va mal. Donc, mais par contre, c'est sûr quand on fait des lectures plus... je veux dire, sur l'amour et l'argent, on peut voir qu'évidemment, c'est à la source de plusieurs conflits. Puis la communication en matière d'argent, c'est pas évident, mais je suis quand même optimiste dans le sens que moi, je vois régulièrement que ça se peut, ça se fait. OK. Est-ce qu'il y a une constante quand tu observes des réussites? Oui, il y a deux traits que moi, j'observe chez les couples qui réussissent leur vie financière. C'est qu'ils sont capables de parler d'argent de façon détachée. Donc, l'argent n'est pas un sujet... Ils ont comme enlevé l'émotion par rapport aux conversations de l'argent. C'est ni une récompense ni une punition. Oui, mais c'est comme neutre. C'est pas des gens qui vont dire « mon argent, ton argent » aussi. Là. Donc ça, le choix du vocabulaire... oui, c'est important. Fait que, puis c'est des gens qui ont vraiment une capacité justement à communiquer pour se dire « on veut atteindre un objectif ». T'sais, l'objectif est plus grand que compter les scènes là, en bon québécois. Donc ça, c'est vraiment des traits que je remarque chez les couples heureux financièrement. Mais c'est ça. Donc c'est sûr que
pourquoi je voulais pas... Au début, je savais pas si j'allais en parler parce que je considère que ça pourrait être un livre en soi, là, ce sujet-là. Ben oui. C'est tellement vaste. J'aime beaucoup d'ailleurs le livre de Hélène Bello, là, le titre du livre m'échappe, mais il y en a déjà des ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Mm-hmm. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est sûr qu'un bon truc pour s'enrichir, c'est de ne pas s'appauvrir en cours de route. Puis on peut s'appauvrir énormément dans nos relations, que ce soit des relations d'affaires, mais aussi des relations de couple. Ouais. Si l'entente n'est pas claire, si les valeurs communes ne sont pas suffisantes. En même temps, dès qu'on mélange l'ego avec les décisions financières. Exact. Fait que les couples qui se voient vraiment comme une équipe puis qui ont des objectifs communs. Fait que c'est sûr que, bon, si vous êtes sur des sites de rencontres, c'est peut-être pas le moment de poser ces questions-là, mais c'est sûr que je pense que rapidement, dans une relation... il faut les aborder? Il faut les aborder. Puis moi, je dis toujours à la blague, je pourrais parier sur les chances de survie d'un couple quand j'y rencontre en planification financière, juste de la façon dont ils parlent d'argent ensemble. Mais je n'offre pas mes services là, de voyant. Sauf que c'est très parlant. Donc, la capacité... C'est difficile de parler d'argent. Je pense qu'au Québec, c'est spectaculaire comment c'est en train de changer. Oui. Il y a vraiment un gros mouvement depuis moins de 10 ans. Hein? Puis je l'ai vu dans les écoles. Je suis allée rencontrer des enfants qui m'ont posé des questions sur les finances que j'ai faites. OK, ça, ils parlent d'argent à la maison. Là, c'est vraiment merveilleux. Donc, peut-être ça va changer. Mais c'est ça, de vraiment de prendre conscience que l'argent, quand on en parle de façon émotive, que ce soit avec nos co-actionnaires ou notre conjoint, bien, ça augmente les risques de conflit. Donc, tu sais, dédramatiser ça, mais c'est le travail. Il y a des gens qui partent de plus loin. Là, on s'entend parler d'argent. Mm-hmm. Puis d'être conscient de notre bagage familial, de notre vécu personnel, de pourquoi il y a des éléments sur l'argent qui nous dérangent, mais si on est capable au moins de les nommer, ça... Oui. Mais l'introspection, c'est pas donné à tous, hein? Exact. Mais quand même, chapitre 10, je mets quand même beaucoup de questions que les gens, même des exercices de couple que les gens peuvent faire avec un petit verre de vino le vendredi. Dans les derniers chapitres, il y a les mauvaises décisions les plus fréquentes, mais moi, je veux surtout t'entendre sur l'attitude gagnante parce que on se rend compte que dans le travail, par exemple, dans les ressources humaines, on peut embaucher des gens que sur leurs compétences techniques. Et si l'attitude n'est pas là, ça ne marche pas. Exact. Mais l'attitude gagnante pour bien gérer ses finances, tu as mis le doigt dessus. Bien, en fait, j'espère avoir mis le doigt sur une partie. Moi, je conseille aux gens premièrement, c'est un classique, s'entourer des bonnes personnes. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, apparemment. Donc, je pense que c'est vrai aussi en matière de finances. Si on vit avec des gens autour de nous qui sont dans la consommation matérielle effrénée, le crédit, l'endettement, ce serait surprenant que ça soit facile d'atteindre des objectifs de préparation de la retraite ou de trouver une approche plus équilibrée. Donc, s'entourer des bonnes personnes dans ce sens-là, mais aussi dans le sens de... diminuer la fréquentation, peut-être même des médias sociaux qui poussent à la comparaison, qui alimentent notre ego. Donc, c'est bien de s'informer, mais aussi des fois de juste revenir à soi puis de vraiment prendre conscience qu'on est influençable puis qu'on est un être vraiment orgueilleux qui veut impressionner des fois puis qui fait des mauvais choix. Donc, ça, c'est important. Donc, de ne pas trop s'exposer à ça. Puis s'entourer des bonnes personnes, ça veut aussi dire travailler avec des professionnels. Parce que les entrepreneurs à succès... ils ne sont pas seuls, jamais. Ils vont tous partager que quand derrière leur réussite, il y a leur capacité à s'entourer d'une équipe compétente. Donc, c'est quoi mes forces puis c'est quoi mes faiblesses? Donc, ça, c'est quelque chose que je conseille aux gens, que je fais moi aussi dans la gestion personnelle de mon entreprise. C'est quand je suis tentée de faire quelque chose moi-même pour économiser des frais, par exemple, je me demande, est-ce que je suis payante quand je fais ça? Est-ce que je suis bonne quand je le fais? Puis, est-ce que j'aime ça? Donc, si j'ai pas au moins 2 oui à ces questions-là, ça veut dire délègue. Donc, déléguer le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses puis être autonome puis bien comprendre nos choses, mais travailler avec une équipe de professionnels, c'est bon. L'autre chose pour moi, l'attitude gagnante, j'ai parlé de l'optimisme prudent. Pour moi, les gens qui ont une approche équilibrée à l'argent, c'est des gens qui font preuve d'une certaine précaution. Donc, quand ça va bien, on s'emballe pas trop. Si on a une augmentation de salaire, si la croissance économique est au rendez-vous, on a tendance à peser sur le gaz. Là, on dépense plus. On pense que ça va toujours être comme ça, alors que le cycle d'économie fait en sorte que
historiquement, il va toujours avoir des périodes d'abondance, des périodes plus difficiles. Mais je pense qu'on a oublié ça. Qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est toujours... Ouais. Il y a une vitesse, puis c'est 150 km/h. C'est vrai. Puis même si on pense à la crise 2008-2009, pour plusieurs, ça n'a pas existé, alors que c'est quand même tout frais, là. Tout frais, oui. Moi, je m'en rappelle parce que, bon, je commençais à l'époque. Ah oui? Mais en fait, c'est ça. Donc, l'optimisme prudent, c'est que, justement, quand ça va bien, on par précaution, on rembourse nos dettes non déductibles, on met de l'argent de côté pour un fonds d'urgence, on accélère l'investissement. Mm-hmm. Quand ça va mal, on panique pas parce que justement, on a fait preuve de cet optimisme-là qui dit ça va bien maintenant, mais il va y avoir des moments plus difficiles. Il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir des baisses de revenus, il peut y avoir des parents qui ont besoin d'aide, donc ça affecte notre productivité dans l'entreprise. Ben donc, oui. il peut y avoir beaucoup de choses dans une vie qui fait que ça va s'alterner entre ça va bien, ça va moins bien. Donc, je veux pas non plus tomber dans la vie, c'est plate, il n'y a pas de place pour le plaisir, puis ça va toujours aller mal. C'est du dosage, là, que ça Oui, fait. c'est ça. Moi, je suis vraiment dans une approche d'équilibre, de mener une vie qui nous plaît, mais de faire preuve d'une forme de retenue, de logique, qu'on peut oublier, je pense, dans la société d'image dans laquelle on vit, c'est qu'il faut toujours véhiculer que ça va bien puis ça va toujours bien aller, mais c'est peut-être pas historiquement ce que la vie nous a montré. Avec le titre du livre, la dernière question que j'ai pour toi, si c'était facile, nous serions tous riches. Qu'est-ce qui est le plus sous-estimé, selon toi, dans les étapes pour l'enrichissement ou une forme de bien-être financier? Bien, en fait, ce qui est sous-estimé ou oublié, c'est que pour s'enrichir, ça demande du temps, ça demande de la discipline, puis ça demande de la patience. Je pense qu'on a plus tendance à penser aujourd'hui que c'est rapide. OK. Alors que moi, ce que je vois, c'est que les gens qui ont beaucoup de sous aujourd'hui, c'est l'accumulation souvent de plusieurs années de travail. Donc, ça peut arriver là, qu'il y ait des gens qui s'enrichissent rapidement. Je dis pas que c'est impossible, mais la constance, la discipline, la patience, pour moi, c'est des vertus, c'est des traits que la société d'aujourd'hui nous fait oublier. Donc, c'est quoi de la discipline en matière de finances personnelles? Ben, c'est des habitudes d'épargne, par exemple. Des habitudes d'épargne. Ben, la discipline, pour moi, c'est j'arrive chez nous le vendredi, je suis brûlée de ma semaine, puis je décide d'aller au restaurant, même si ça fait 4 fois que je suis allée cette semaine. C'est une discipline, c'est de se dire, je suis allée trop souvent cette semaine, je vais cuisiner mon bon potage de brocoli, je sais pas. Mm-hmm. Mais ça, c'est un exemple de discipline concret qu'on a tendance à perdre avec l'accès au crédit, des choses comme ça. La discipline, ça peut être d'investir de façon régulière sur chaque période d'entrée de fonds. Puis la patience, ben, c'est justement de se dire, ben, je vais devoir attendre quand même un peu avant de voir des résultats. Donc, ça, c'est quand même sous-estimé, je pense, dans le processus d'enrichissement. On voudrait que ça aille très rapidement, alors que l'effet cumulé va finir par faire ses preuves, mais il faut laisser du temps au temps. Donc, ça serait ça pour moi. Le balado, le planif. La question du beau-frère. Pour la question du beau-frère, c'est l'auteur de ce bouquin qui va y répondre, Sandy. Alors, auteur du livre « Si c'était facile, nous serions tous riches ». La question du beau-frère, Jackie de Bellefeuille. J'ai acheté des FNB parce que dans la presse, il en parle toutes les semaines. Je trouve que ça ne bouge pas assez vite. On me dit que des rendements entre 7 et 10 %, c'est raisonnable comme attente. C'est bien trop faible. Est-ce que je peux faire mieux? Bien, c'est possible de faire mieux, mais est-ce que c'est souhaitable? Ce serait la question que je poserais au beau-frère. En fait, c'est que la personne doit comprendre que son rendement il est associé généralement à la prise de risque dans le placement. Donc oui, il peut y avoir des FNB, c'est très large. On peut avoir des FNB qui sont des portefeuilles équilibrés, qui vont être beaucoup plus prudents, puis des FNB d'actions très spéculatives ou de crypto-monnaies qui vont peut-être emmener du rendement plus élevé, mais qui sont plus risqués. Donc, dans une gestion de portefeuille, premièrement, on va essayer de mesurer notre tolérance au risque, puis au-delà de notre tolérance, notre capacité financière à vivre avec le risque, parce que oui, il y a des titres qui font plus de rendement, mais il peut avoir plus de recul à certains moments. Et c'est toujours du cas par cas. Donc, quand les gens disent « Ah, ben moi, j'ai fait 30 % dans mon placement », puis que vous vous confrontez à vos propres rendements, moi, mon planificateur, il me dit qu'on allait faire ma planification financière sur 6-7 % de rendement. C'est parce qu'il n'est pas bon? Bien, la réponse, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est que c'est des normes plus prudentes pour projeter le futur. Ouais. Pour ne pas avoir des grandes déceptions non plus. Aussi.
il y a plusieurs éléments là-dedans, mais moi, un conseil que je donne aux gens, c'est justement en faisant la planification financière. Ça vous aide à décider la prise de risque que vous allez prendre. Parce que si la planification financière dit que à 5, 6, 7 % de rendement, vous êtes correct, bien, la première question à se poser, c'est pourquoi je veux prendre tant de risques. Ouais. Parce qu'on pourrait décider justement un 7-9 % plus soutenu, plus stable nous convient versus prendre des risques puis ça soit plus yo-yo. Bien sûrement, Jackie n'a pas tenu compte de ses propres objectifs ou les connaît peut-être pas. Bien, c'est ça. Dans le fond, on pense plus aux moyens avant d'établir finalement la route. Donc, moi, ce que j'aime d'avoir un plan, une planification financière, c'est qu'on sait où on s'en va puis après ça, on décide des moyens. Ça peut arriver là, que dans certains cas, il y a du rattrapage énorme à faire puis qu'on vise des rendements, mais si c'est quelqu'un qui s'est pris d'avance, donc, c'est pas nécessairement le cas. Puis après ça, ben, c'est s'éduquer aussi sur c'est dans quoi qu'on investit. Parce que, le FNB, c'est un type, c'est une classe d'actifs, mais encore là... C'est un outil parmi d'autres. C'est un outil comme d'autres. Donc, le regarder juste le rendement, c'est une chose, mais je pense qu'il faut surtout que la personne regarde dans quoi elle investit, qu'elle comprenne c'est quoi son investissement, c'est quoi le risque qui est associé, puis si c'est convenable par rapport à sa situation financière. Je ne sais pas si le beau-frère serait d'accord avec ma réponse. Ben oui, mais il faut faire avec. Hein? Ça sert à ça, les experts. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Isabelle Bérard, bonjour. Bonjour, Fabien. Un autre angle mort, et celui-là, il est très particulier. C'est original de parler de la retraite qui peut être à deux vitesses. Parce que dans le couple, ben, ça arrive pas souvent que les deux prennent la retraite en même temps, mais on pense pas souvent à ça. Oui, puis il y a certains couples dans le couple où il peut avoir une plus grande différence d'âge et où là, il va y avoir un décalage quand même de quelques années. Et ça, il faut y penser. Parce que souvent, quand on va planifier la retraite, on va planifier comme si on prenait notre retraite simultanément. Puis ça devient comme facile d'envisager le décaissement ou l'utilisation de nos placements et tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on doit faire deux planifications financières nécessairement, là. Pas nécessairement deux planifications financières, mais il va falloir planifier qu'il va y avoir des phases. Donc, évidemment, quand il y a une grande différence d'âge dans un couple, nécessairement, il y en a un qui risque de prendre sa retraite quelques années avant l'autre. Ouais. Et ce qu'on doit planifier, c'est que normalement, la retraite va durer sur 30 ou 35 ans, mais là, on va avoir un premier qui va débuter sa retraite, ensuite, on va avoir une retraite à deux, et ensuite, on va en avoir un qui va continuer la retraite seule. Et là, la retraite doit être planifiée souvent sur 40, 45 ans. Là. Ah oui. Donc, il faut planifier la retraite, effectivement, comme s'il y avait vraiment deux vitesses. OK. Première chose qu'on oublie parfois, c'est la gestion des revenus et des dépenses. Parce que là, quand il y en a un des deux qui prend sa retraite, fort possiblement que son revenu va diminuer. Donc, comment allons-nous gérer maintenant nos dépenses à deux? Est-ce qu'on va les gérer de la même façon qu'avant? Est-ce qu'on va changer notre façon de gérer nos dépenses? Allons-nous y aller au prorata d'un ou de l'autre? Et est-ce qu'on va commencer à décaisser notre argent maintenant? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Ça demande de grande réflexion, là. On peut pas improviser ça. Non, on peut pas improviser ça. Même chose pour l'âge à laquelle on va demander nos rentes. Est-ce qu'on demande nos rentes dès qu'on y a droit? Ou est-ce qu'on attend que notre autre conjoint qui est encore sur le marché du travail prenne sa retraite à ce moment-là puis que le revenu du couple diminue? Est-ce que c'est là qu'on va demander nos rentes? Donc, la coordination des rentes va aussi avoir un impact, là, évidemment, sur notre structure de décaissement. Puis un autre angle mort qu'on oublie parfois, c'est le fractionnement de revenus. Normalement, quand on a 65 ans, on peut faire du fractionnement de revenus de pension admissible, mais si notre conjoint travaille toujours et a un revenu imposable élevé... Ouais, là, ça fonctionne pas. Hein? Ben là, ça devient difficile de fractionner une partie de notre revenu à notre conjoint. Donc, la facture d'impôt pour le couple pourrait aussi être plus élevée à cause de ça. Donc, il faut vraiment planifier une retraite en différentes phases. Donc, on a une première phase où on a une personne retraitée, l'autre qui continue de travailler. Ensuite, la deuxième phase où on prend notre retraite à deux et une troisième phase où on a notre
conjoint survivant qui, lui, va poursuivre sa retraite. Donc, ça doit être quelque chose qui est réfléchi. Donc, évidemment, on recommande aux gens de faire appel à un professionnel pour pouvoir les aider à mieux structurer, mieux planifier une retraite à 2 vitesses. Parfait. Le balado, le planif. Le planif. Oui, c'est déjà terminé. Vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez cependant m'écrire fm@fabienmajor.com, une adresse email très facile à retenir, de même que celle de l'équipe de Cube Studio pour production, montage, location des installations. C'est pub@cube.ca. Salutations à l'équipe, merci du support. Et le balado est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca et aussi sur toutes les autres plateformes de balado-diffusion et sur YouTube. Le balado Le Planif est diffusé également à la radio et la télé sur la chaîne Cube. Ici Fabien Major. À bientôt.